Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle conférence qui s'intègre dans un cycle de conférences sur le village des initiatives durables. Je suis Gaëlle Auguer, je suis responsable communication chez ATR, Agir pour un tourisme responsable. C'est une association qui réunit des opérateurs de voyage qui souhaitent s'engager dans un tourisme plus responsable. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette première table ronde d'une série sur les synergies. Comment ensemble on va plus loin. Et ça tombe bien puisqu'en 2023, ATR avait, pour sa journée mondiale pour un tourisme responsable, décidé de travailler sur la force du collectif. Et à l'issue de cet événement, on avait fait la conclusion qu'on va vraiment plus loin en travaillant ensemble. Et c'est le cas notamment quand on parle de sensibilisation et de communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on accueille 4 intervenantes et intervenants que je vais vous présenter très succinctement. Tout d'abord, nous avons Jonathan qui représente le 1% pour la planète, responsable des programmes et des partenariats, si je ne me trompe pas. Donc le 1% pour la planète qui est un réseau mondial qui rassemble des entreprises et des associations et qui engage les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires dans des associations partenaires. Nous accueillerons également Alexandra, qui est juste ici, responsable RSE de Leclerc Voyage, qui est membre ATR depuis 2020 et engagée notamment dans la formation de ses agents de voyage. Nous accueillerons ensuite Marie, le secours des réseaux de grands sites de France, qui réunit 53 sites et plus de 38 millions de voyageurs visiteurs sur tout l'ensemble de ces sites. Et enfin, Léo Baruol de EcoAct Tiers de partenariat, qui accompagne les entreprises dans leur trajectoire carbone. Je vais vous laisser vous présenter l'un après l'autre pour présenter aussi votre initiative, votre entreprise plus en détail et qui vous êtes plus précisément. Jonathan, si tu veux commencer. Bonjour à tous. Comme l'expliquait Gaëlle, le 1%, créé par Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia en 2002, engage les entreprises à reverser 1% de leur chiffre d'affaires. Et donc, on a un réseau mondial de plus de 5000 entreprises. En France, on représente 1000 entreprises et également d'associations environnementales. Plus de 7000 dans le monde et plus de 850 en France. Et notre métier, en fait, c'est d'engager les entreprises à aller sur la philanthropie environnementale, agir via leur chiffre d'affaires, via des donations pour soutenir la planète, en gros, globalement. Et ça, c'est notre métier. Et la rencontre avec ATR s'est faite sur une ambition commune. ATR souhaitait proposer un outil de contribution pour ses membres, pour leur permettre de s'engager à hauteur notamment de leurs engagements environnementaux. Et nous, finalement, on a le réseau, on a l'expertise, on sait faire en fait cette question de philanthropie, sélectionner, suivre les associations. Et c'est là qu'en fait on s'est rejoint, on a lancé là très récemment, tout début septembre, le fonds ATR, dont je vous parlerai pendant cette intervention. Merci beaucoup Jonathan. Alexandra, si tu souhaites nous dire 2 mots sur Leclerc Voyage. Oui, bien sûr, avec plaisir. Leclerc Voyage, réseau d'agences de voyage répartis un peu partout en France. À l'heure actuelle, on est à l'heure actuelle 240 agences, donc voilà, sur l'ensemble des territoires. On déploie une politique RSE depuis maintenant 1 an et demi, feuille de route 2023-2028. On entend bien, ouais. 2023-2028 et on est membre ATR, donc comme l'a dit Gaëlle, depuis 2020. Donc voilà, on essaye d'accélérer dans notre engagement, dans les actions qu'on déploie et on en parlera aujourd'hui, mais ça passe aussi énormément par nos agents de voyage et par de la formation. Voilà. Vous êtes membre aussi du conseil d'administration d'ATR également ? Oui, tout à fait. J'ai également la joie et la chance d'être administratrice ATR depuis cet été. Donc merci à ATR de me laisser participer aux prises de décision qui sont faites avec les autres acteurs du tourisme engagés. Voilà. Merci beaucoup. Marie, si tu souhaites présenter le réseau des grands sites de France et plus globalement ce que vous avez mis en place et ce pourquoi on t'a invité aujourd'hui. Merci Gaëlle et merci ATR pour l'organisation de cette conférence. Donc moi aujourd'hui je vais vous parler des grands sites de France et plus particulièrement de la question qu'on s'est posée, comment les réseaux sociaux peuvent aider à favoriser les pratiques de tourisme durable. Et plus particulièrement, qu'est-ce qu'on a mis en œuvre pour répondre à cette question. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un grand site de France ? Alors, je ne peux pas vous montrer de photos de paysages d'une grande beauté, mais peut-être je peux vous transporter
dans la baie de Somme, en marais Poitevin, au massif du Canigou, à la montagne Sainte-Victoire ou encore la roche de Solutré. Ils ont en commun d'être des paysages protégés et très fréquentés. Ils sont très attractifs. Donc eux, dès le départ, leur démarche, ça a été de mettre en œuvre des projets de territoire pour trouver un équilibre entre l'accueil du plus grand nombre, le développement local durable et la préservation de la qualité patrimoniale et des paysages. Donc dans ce cadre-là, la communication chez les grands sites de France, ce n'est pas vraiment de la promotion puisqu'ils sont déjà connus, mais c'est surtout de la sensibilisation. Et bien sûr, cette communication, elle est toujours plus efficace lorsqu'elle est cohérente, harmonieuse sur l'ensemble du territoire. Et aujourd'hui, l'un des outils de communication indispensable, même si c'est nécessaire mais pas suffisant pour sensibiliser, ce sont les réseaux sociaux. Et donc les grands sites de France qui sont gérés par des collectivités locales, mais aussi n'importe quel territoire, office de tourisme, agence d'attractivité, professionnels du tourisme, sont amenés à travailler avec des influenceurs, avec des créateurs de contenu. Et donc nous, on a fait en sorte pour encourager et inspirer des pratiques sur les réseaux sociaux qui permettent de favoriser le tourisme durable. On a publié un guide d'inspiration pour les créateurs de contenu et un guide pratique pour ceux qui leur passent commande. Et c'est ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Merci beaucoup Marie. Léo, si tu veux nous parler un petit peu des coacs, de la cétosphère, etc. Tout à fait, merci beaucoup et bonjour à toutes et à tous. Donc Léo Bariol, pour ma part, je travaille chez EcoAct. EcoAct, qu'est-ce que c'est? On est une société du groupe Schneider Electric et donc notre mission première, c'est d'accompagner les entreprises dans tous les sujets en lien avec le climat, la nature et la biodiversité. Donc ça va bien sûr de la fameuse empreinte carbone, mais aussi de plus en plus comment réduire ses émissions, comment prendre en compte dans ses activités, dans la transformation de son business model, les enjeux liés à la biodiversité, à la nature, à la réduction des émissions, aux risques climatiques. Et en parallèle de ces activités de conseil et d'expertise qu'on a pour nos clients, on est aussi spécialiste et développeur de projets bas carbone à travers le monde. Et c'est le pourquoi de ma présence. On travaille avec le CETO et le fonds de dotation Cétosphère. Donc le CETO, qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat des entreprises des tours opérateurs, donc qui regroupe environ 80 membres et qui a lancé un fonds de dotation il y a quelques années avec l'objectif de contribuer, de réduire les émissions, de contribuer aux objectifs de l'accord de Paris. Et donc c'est dans ce cadre qu'on travaille ensemble et on a développé un programme sur mesure pour Cétosphère au Kenya, un programme qui s'appelle Jikosawa et donc qui vise à distribuer 25 000 foyers de cuisson améliorés à des populations rurales éloignées qui permettent donc de réduire la consommation de bois que ces familles utilisent au Kenya pour cuisiner au quotidien et donc à travers cela de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est vraiment un programme qu'on développe avec Cétosphère et donc on pourra élaborer ensuite pendant le reste de cette conférence. Merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de synergie autant entre les professionnels, mais surtout pour arriver à une sensibilisation auprès des voyageurs. Et du coup on va commencer tout d'abord à parler de cette sensibilisation auprès des voyageurs avec Marie qui l'expliquait, travaille avec les influenceurs mais aussi avec les territoires. Et quand vous construisez justement ces messages et ces partenariats, comment vous procédez et quel procédé vous mettez en place pour partir du même pied, de la même idée avec les territoires et les influenceurs? Alors c'est forcément une question qu'on s'est posée nous-mêmes quand on a voulu passer commande auprès de créateurs de contenu. C'est une question que nos membres, donc 53 territoires, nous ont posée aussi. Et donc on a souhaité partager notre méthodologie donc à travers ce guide-là qui est disponible en ligne pour tous. Et en fait l'idée c'est de se dire pour inspirer, influencer les voyageurs, on va inspirer les influenceurs et pour sensibiliser les influenceurs, il faut inspirer ceux qui leur passent commande. Et donc là, on va vraiment travailler sur le cahier des charges, la qualité du brief pour choisir un créateur de contenu. Donc ça fonctionne avec un créateur de contenu, un influenceur, mais ça fonctionne aussi avec un photographe, un vidéaste, un reporter, un professionnel de la communication digitale et finalement
pas forcément, on peut aussi s'en servir pour des supports de communication print par exemple. L'idée c'est vraiment d'être très précis dans son cahier des charges, notamment dans la définition des objectifs, pour essayer de donner envie de venir visiter un site à vivre, à respecter, et non pas une destination à checker sur une liste ou un site à consommer. Donc on va vraiment donner des exemples très concrets, très pragmatiques pour les commanditaires de créateurs de contenu, notamment co-construire le programme du reportage avec le professionnel et leur laisser le temps. Ça c'est vraiment quelque chose qui est très important et qui ne se fait pas beaucoup. C'est par exemple de pouvoir programmer une activité par demi-journée et pas plus, pour laisser aux professionnels la possibilité d'expérimenter le slow tourisme, la possibilité d'échanger avec les habitants, avec les professionnels, etc. On donne énormément de conseils dans ce document d'une 20aine de pages sur justement comment choisir les prestataires engagés, les questions de mobilité douce, etc. On est aussi extrêmement précis sur le brief photo et le brief vidéo avec des exemples et des contre-exemples illustrés, et on vous met à disposition ces briefs photos et vidéos que vous pouvez utiliser vous-même pour vos commandes. Et puis on va aussi donner quelques conseils pour choisir un professionnel, choisir un créateur de contenu en fonction de ses valeurs, de sa communauté, de sa tonalité, de ses collaborations passées. Et puis on va faire bien sûr la part belle à tout ce qui est relationnel avec le créateur de contenu lui-même, et toujours voilà, dans le respect de sa créativité, de sa personnalité et de sa tonalité, pour une communication qui soit humaine, incarnée et engagée dans les valeurs du tourisme durable. Merci beaucoup. Donc on comprend bien que finalement c'est aussi une sorte de formation que vous donnez à ces créateurs de contenu et aux territoires qui passent commande. Et en parlant de formation, c'est le cas de Leclerc Voyage qui a formé ces agents de voyage. Et est-ce que du coup cette communication, vous avez réussi à un peu l'implanter aux agents de voyage pour aller sensibiliser vos voyageurs finalement? Et quel objectif est-ce que c'était l'objectif premier de pouvoir sensibiliser d'une même voix vos voyageurs? Alors, là, tu es un peu en avance de phase, dans le sens où, pour l'instant, on est un peu aux prémices quand même du déploiement au sein du réseau de toute cette dynamique RSE. On s'est bien rendu compte que forcément ça allait passer par nos agences, par les agents de voyage et par leur appréhension du sujet, par leur compréhension du sujet et voilà, par une forme de sensibilisation. Maintenant, voilà, la prise en main d'outils de communication et notamment d'outils que vous nous fournissez à TR qui sont super, que nous on retransmet à nos agences n'est pas encore employé de façon absolument systématique, et on est encore vraiment dans un travail de déploiement. Par contre, effectivement, tu parlais de formation, on a donc vraiment commencé par là. Et c'est passé notamment par la création d'un e-learning, donc une formation digitale de l'équivalent d'une bonne demi-journée sur des contenus liés aux impacts du tourisme, environnementaux, sociaux, économiques, arriver à comprendre un petit peu tout ça, qu'est-ce que le réchauffement climatique, et en même temps comment ces problématiques-là viennent s'appliquer à mon métier, à mon secteur d'activité, donc le tourisme, le métier d'agent de voyage. Et donc ça, c'était vraiment la première étape qu'on a rendue fortement recommandée auprès de nos agences. Et la deuxième étape, c'était vraiment de leur proposer une fresque du tourisme, donc qui est animée également par Émilie Cassard, donc qui travaille aussi chez ATR, et qui là nous permet d'avoir une demi-journée vraiment conviviale, où les agents de voyage, les responsables d'agence peuvent discuter du sujet, exprimer un petit peu leurs questions, leurs doutes, parfois critiquer. Voilà. On a vraiment mis ça en place et c'est un super exercice, cette fresque du tourisme. On a des super bons retours de satisfaction, donc c'est quelque chose qu'on veut vraiment déployer sur tout le réseau. Parce que
Là, pour l'instant, du coup, c'était un petit peu par ça que j'aurais dû amorcer. On a lancé un programme d'ambassadeurs RSE au sein de notre réseau. Ce programme-là, il est pour l'instant volontaire, c'est-à-dire qu'on a vraiment été chercher les personnes les plus motivées au sein du réseau d'agences de voyage. Donc que ce soit des responsables d'agence, des agents de voyage, des chefs de comptoir, même des alternants, toute personne qui avait cette sensibilité RSE, qui avait envie de bouger son équipe, son agence, d'apporter des choses nouvelles. On a laissé l'opportunité donc de devenir ambassadeur et donc de pouvoir bénéficier notamment de la fresque du tourisme gratuitement et d'autres activités, mais dont je parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup. Jonathan, quand on va créer un partenariat comme vous l'avez fait avec ATR, quel est l'objectif principal de ce partenariat au niveau de la communication, mais pas que, au niveau des engagements? Je dirais que la communication, c'est un peu le sujet final. C'est pas ça qui est intéressant au départ, c'est la rencontre en fait. Est-ce qu'on va partager une même vision et des valeurs? Et pour le Fonds Inter, c'est une histoire qui est assez particulière. Le président d'ATR, Jean-Christophe Guérin, est également membre avec son entreprise de 1%. Donc son entreprise déjà reverse 1% du chiffre d'affaires. On se rend compte et on parle d'un sujet qui est assez fâcheux dans le tourisme, c'est réduire les émissions, compensation, crédit carbone. Et en fait, on tombe tout à fait d'accord, aligné, et ce qui est assez rare, on tombe aligné. Et je pense déjà ça commence par là. On est aligné sur les enjeux, on ne peut pas compenser nos émissions. Les crédits carbone ne sont pas forcément la solution, on peut proposer des alternatives. Et Jean-Christophe Guérin, donc ATR, a envie de proposer une solution collective pour aider les membres à contribuer, faire sens à leur philanthropie, à leur mécénat environnemental. Et là, en fait, cette rencontre se fait sur des valeurs et des visions qui sont partagées. Et je dirais même que l'enjeu communication était de dire, très clairement, il y a des risques. On va parler de ces sujets-là, réduction des émissions, contribution. Il faut limiter les risques. Alors, ce n'est pas autant pour le fonds de dotation 1%. C'est forcément important. Nous, on fait de la philanthropie vérifiée. Donc, on garantit que nos membres font bien des dons à hauteur de 1% de leur chiffre d'affaires. Donc, forcément, la crédibilité est importante. On a un réseau d'associations qui sont engagées. Mais pour ATR, il y a des membres aussi, la crédibilité, les risques de greenwashing. Il faut cadrer tout ça. Mais je dirais que c'était simple parce que, comment on avait posé le partenariat au départ, il n'y avait pas d'ambiguïté, c'était cohérent. Et je pense, et c'est ça même que j'ai apprécié dans le travail qu'on a été avec ATR, c'est qu'ATR a été encore plus ambitieux sur les questions de communication en disant on va décorréler complètement les émissions carbone de l'entreprise qui vont par exemple permettre de définir la contribution environnementale. J'ai mes 1000 tonnes, je vais contribuer à hauteur de tant d'euros à soutenir des projets. Et ils se sont dit, on interdit toute communication comme ça. Parce qu'en fait, ça ne fait pas sens. C'est une contribution. On a notre responsabilité via votre trajectoire carbone d'évaluer, de réduire. La contribution, on peut la décorréler. Et ça, j'ai trouvé ça incroyable parce qu'aujourd'hui, la communication, c'est important de pas mentir, de faire sur des faits scientifiques. Et là, je dirais que ça a découlé vraiment de la logique même, de l'envie de travailler ensemble et d'apporter une solution très cohérente. Donc là-dessus, pour moi, c'est ça qui est important, c'est la cohérence du dispositif qui est finalement assez simple, permettre à des membres de contribuer de manière collective, et on revient à ce terme de collectif, à soutenir des initiatives un peu partout dans le monde. Pour l'instant, un portefeuille de 3 associations en Inde sur de l'agroécologie, au Kenya sur de la préservation des coraux et en France sur la question des paysages et de la restauration et préservation des haies. Et puis on décorrèle tout ça de la communication compensation carbone, crédit carbone, neutralité carbone. On rentre dans quelque chose, on contribue à notre hauteur à faire mieux pour la planète et à aider les populations locales à le faire. Et donc ça, j'ai trouvé vraiment ça facile finalement dans la mise en œuvre sur les aspects communication, puisque la cohérence était initialement sur l'objet du fonds. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'avec du coup EcoAct, vos différents partenariats, dont le Cétosphère, cette cohérence a aussi été facilitée par ce côté collectif ou au contraire plus compliqué à mettre en place parce que beaucoup d'acteurs? Complètement, et je pense que je vais rebondir sur ce qui vient d'être dit. La communication vient peut-être dans un second temps. Nous, ce qu'on a vraiment cherché à avoir, quand on a commencé les discussions avec le CETO et le fonds de dotation Cétosphère, c'est vraiment une démarche d'impact.
Donc bien sûr, quand on parle d'impact, quand on parle d'alignement avec les objectifs de l'accord de Paris, il y a le prisme du climat, la prisme de la réduction des émissions qui vient en premier. Donc comment réduire les émissions? Et donc on est parti de là. Mais bien sûr, quand on parle d'impact, il n'y a pas que l'impact climat. Donc on a mis en place, on a développé un programme, donc le programme Jikosawa dont je parlais précédemment, qui est au Kenya. Ce programme, il vise à distribuer 25 000 foyers de cuisson améliorés à des populations dans le besoin. Donc ça va permettre de réduire les émissions. Donc ça, c'est on va dire le but premier. Mais au final, c'est un programme tellement complet que ça va devenir quasiment un co-bénéfice. Parce que le programme, il a plein d'autres impacts sur les populations. Il va aider les femmes à passer moins de temps à collecter du bois dans les forêts et donc à favoriser des moments d'éducation avec les enfants. Il va permettre de réduire les fumées nocives qui sont liées à la combustion quand les familles cuisinent dans ces pays-là, et donc réduire les impacts sanitaires pour ces populations-là. Donc c'est vraiment un programme complet, et c'est vrai que travailler à l'échelle d'un secteur tout entier, comme c'est le cas avec CETO et CETOsphère, l'objectif c'est vraiment d'embarquer tout un secteur dans une démarche collective. Donc ça c'est intéressant parce que ce n'est pas des démarches qui sont isolées, on va vraiment avoir un effort collectif sur un programme de ce type. Et en plus de cet aspect collectif, il y a une démarche qui est vraiment de long terme, parce que là, on parle d'un engagement et d'un programme qui va se dérouler sur une quinzaine d'années, avec des créations d'emplois associés. Donc, encore une fois, on est sur des programmes pérennes, durables dans le temps, qui vont avoir des impacts qui vont être visibles et monitorés dans le temps. Et justement, cette partie de suivi et de certification, c'est aussi un point important. C'est qu'il ne s'agit pas juste de mettre en place un programme sur le terrain, en l'occurrence ici au Kenya, c'est d'aller vraiment vérifier, quantifier ces impacts. Et donc là aussi, c'est ce qu'on fait chez EcoAct. On va aller suivre ce programme dans la durée, pendant 15 ans, pour attester, vérifier et quantifier les impacts qu'il aura sur le terrain. Les impacts, bien sûr, encore une fois, d'un point de vue carbone, avec les tonnes de CO2 qui seront évitées à travers la mise en place de ce programme, mais aussi tous les impacts divers et variés que je mentionnais, les impacts positifs sur les femmes, les enfants, la santé, etc. Donc c'est vraiment, encore une fois, une démarche de long terme, et aussi peut-être une démarche qui est exclusive à CETOsphère. Donc ça, c'est aussi un côté intéressant quand on travaille à l'échelle d'un secteur, c'est que finalement, ce programme-là, il va vraiment être dédié aux membres de CETOsphère, et donc c'est aussi, ça permet une appropriation du programme par les différents membres et par les différents contributeurs. Donc c'est vraiment tous ces aspects qu'on essaye de mettre en avant dans ce type de partenariat avec les acteurs du tourisme. Merci beaucoup. Donc on le voit, la compréhension et la cohérence des messages, en tout cas des volontés, des valeurs communes permet de créer un message commun. Et justement, c'est la question que j'aurais aimé vous poser, Marie, sur la cohérence du message. Comment on arrive à créer un message cohérent, c'est-à-dire compréhensible par tous, mais quand même impactant, et surtout qui n'est pas culpabilisant auprès des voyageurs. Oui, alors j'aimerais, si j'ai le temps, vous répondre avec trois éléments à cette question. D'abord, vous partagez les principes fondamentaux de la communication Grand Site de France, et ce sont sur ces principes qu'on va s'appuyer, nous, pour chacun des messages. Le premier principe, c'est la singularité, c'est-à-dire une communication qui est ancrée dans les valeurs du site, dans les particularités de chaque site du territoire. Et en fait, ça, c'est ce qui va permettre d'éviter la standardisation, parce que le risque de l'harmonisation et de la cohérence, c'est finalement l'uniformisation et la standardisation, et on en a vu énormément en termes de communication touristique. Donc vraiment là, la clé pour ça, c'est d'être ancré dans le patrimoine, les valeurs du territoire. Donc voilà, premier principe, la singularité. Deuxième principe, c'est plus l'aspect sensible, la sensibilité, une communication humaine qui va faire appel aux émotions, à l'affectif, aux aspects sensoriels et aux sensibles. Et donc ça passe par des mots et des choix de photos dont je pourrais vous parler tout à l'heure. Et troisième principe, c'est la sobriété, c'est-à-dire chez les grands sites de France, c'est une communication sans emphase et sans artifice. Donc voilà, ça, ce sont nos principes fondamentaux. Le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est donc ce guide d'inspiration que nous avons édité pour les créateurs de contenu. Il vient compléter le guide pratique pour les commanditaires dont je vous ai parlé tout à l'heure.
C'est un document d'une trentaine de pages. Ah, merci Gaëlle. Voilà, c'est un document d'une trentaine de pages et on en a imaginé une synthèse avec ce poster que Gaëlle montre, merci beaucoup, où en fait à chaque fois sont illustrés des exemples et des contre-exemples. L'idée c'est d'encourager les comportements de tourisme responsable à travers une communication digitale. Et donc on a mis voilà, des exemples bien sûr de faire la promotion de modes de transport doux plutôt que de modes de transport polluants pouvant générer voilà, des nuisances pour les habitants et la biodiversité, favoriser la consommation de produits locaux du terroir plutôt que de la consommation de produits industriels suremballés pouvant générer du déchet et surtout qui n'ont aucun lien avec le territoire. En fait, globalement, les contre-exemples sont tous des exemples qui sont trompeurs, qui ne sont pas cohérents avec la réalité. Et donc, nous, on va essayer de favoriser des photos qui sont en lien avec les vrais usages. Par exemple, on va montrer plutôt un tracteur et des agriculteurs qui sont en train de façonner le paysage plutôt qu'une femme qui fait tourner sa robe dans un champ de lavande sur des photos et des couleurs qui sont souvent des photos retouchées, des couleurs saturées et qui sont complètement déconnectées de l'usage du site puisque voilà, un champ de lavande, c'est une exploitation agricole. Donc c'est aussi tout le message, toute la légende de la photo ensuite qui a travaillé. Donc je pourrais vous donner, il y a une trentaine d'exemples et contre-exemples comme ça dans le guide à télécharger disponible pour tous. On a réfléchi à ces messages visuels, mais aussi avec leur légende, et aussi en termes de vidéos aussi, comment ça se traduit, et notamment sur les réseaux sociaux, à l'heure où les algorithmes effectivement donnent plus la part belle à des contenus très rapides, très courts, et bien de prendre un contre-pied pour donner l'envie d'une immersion, d'une visite douce, de qualité à la rencontre des habitants et avec plutôt des sons issus du territoire, que ce soit la voix des habitants ou celle de la nature. Donc voilà, ça c'était le deuxième élément que je voulais vous répondre par rapport au message. Et si j'ai le temps, je peux vous parler d'une expérimentation que nous allons mener avec l'un de nos membres, le cirque et vallée de Gavarnie. Où sur les réseaux sociaux, voilà, on s'est dit il faut qu'on puisse effectivement trouver une solution, de passer des messages qui ne soient pas culpabilisants. Aujourd'hui, on a vu beaucoup sur les réseaux sociaux d'institutions qui prennent plutôt le parti de l'humour. Nous, on a plutôt choisi une tonalité bienveillante et ludique avec une créature non genrée qui est une tonalité plutôt chaleureuse et qui va venir expliquer pour sensibiliser avec douceur et modernité. Donc on a vraiment un principe éditorial. Je vous invite à suivre le compte Instagram des Vallées de Gavarnie pour découvrir cette mascotte qu'on a appelée Harmonie et qui va venir en fait poser une question claire et engageante. Exemple, pourquoi faire attention si je viens avec mon chien sur le territoire ? Ensuite, on va expliquer les enjeux avec des faits concrets, simples, sérieux, avec une photo. Donc voilà, c'est là où notre tonalité elle est plutôt sérieuse et pédagogique. Et ensuite, on va proposer des solutions simples et applicables immédiatement. Voilà, on a appelé ça les petits gestes pour les grands sites. Donc voilà, c'est une expérimentation qu'on va mener là en Cirque et Vallée de Gavarnie, qui est un territoire de montagne avec effectivement un gros enjeu sur le comportement des visiteurs. En parlant de guide, je me permets de rebondir aussi sur Dataire. Toute cette partie avec les visuels qu'on essaie de réadapter pour aussi créer de nouveaux imaginaires, créer des futurs plus souhaitables et surtout des récits qui continuent de faire rêver, mais un peu différemment. Donc avec ATR, on a aussi créé un guide qui se rapproche de ça, où on éduque aussi, on sensibilise autrement et on invite nos membres à sensibiliser autrement. Et c'est le cas notamment lors de vos formations, je suppose, en tout cas au niveau des ambassadeurs. Et c'était ma question, c'est comment, avec le clairvoyage, vous arrivez à créer un message commun à vos ambassadeurs pour finalement réussir à communiquer de la même manière sur des messages et
voire des visuels un peu changeants et plus responsables. Alors, très bonne question. Comment est-ce qu'on crée un message commun ? Le message commun, il passe par, encore une fois, il va passer par tous ces éléments de formation qu'on va mettre à disposition des agents de voyage. Donc j'ai dit tout à l'heure, hein, la formation en ligne, la fresque, et ça va passer par des outils qu'on est aussi en train de développer, qui sont notamment une formation d'aide à la vente de produits responsables. Donc ça, c'est vraiment pour outiller les agents de voyage sur le terrain. Après, sur ce qui va être plutôt des outils de communication, nous, finalement, on va partager déjà les éléments que nous fournit Agir pour un tourisme responsable. Donc des guides pratiques sur comment encourager les voyageurs à limiter le plastique, comment communiquer de façon responsable. Donc ça, c'est un peu le deuxième point. Et le troisième point, c'est qu'on a quand même une communication à la base qui est normée, centralisée. Donc nos agences, elles ont l'habitude quand même de s'ancrer dans une communication qui est celle de Leclerc, qui est celle de Leclerc Voyage. Donc nous, en tant que siège, on doit être instigateur de messages. Et comme a dit Marie tout à l'heure, il y a vraiment une vigilance aussi à avoir sur les contenus photos qui sont choisis, par exemple, dans notre façon de communiquer sur nos produits, que ce soit dans nos brochures, que ce soit sur notre site internet, parce que ça contribue énormément aux imaginaires, à ce que veut le client, à ce que le client attend quand il va arriver aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais effectivement, c'est quand même plus sympa de partager des scènes de vie et des vraies scènes de vie de gens qui habitent vraiment à l'endroit où vont nos clients, que parfois des endroits déserts et un peu idéalisés qui pourraient sortir même maintenant d'une IA très facile. Enfin, même avec des gens, ça pourrait être une IA, mais voilà, donc ça va passer aussi par ça. Nous, on réfléchit à ces sujets-là avec, on a une équipe marketing, communication, on a une équipe qui gère le site internet, donc c'est un travail aussi assez transversal d'arriver à adopter des codes qui n'étaient pas forcément les nôtres sur la communication, mais qui doivent changer pour le mieux. Et expliquer ces changements-là aussi, c'est aussi un biais pour nous, pour sensibiliser nos clients, d'être pédagogue sur pourquoi on a changé telle ou telle façon de communiquer. Voilà. Et dans la communication aussi qu'on diffuse auprès de nos membres pour les sensibiliser, en tout cas les aider à mieux communiquer sur leur engagement. On parle beaucoup de chiffres aussi, d'actions concrètes, mettre en avant ces actions sur le terrain. Et c'est là où je voulais en venir avec EcoAct et le 1%. Puisque je voulais vous demander si dans votre accompagnement auprès des entreprises et notamment avec le Cétosphère, vous accompagnez aussi la communication en soulignant l'importance des chiffres, l'importance des faits, l'importance des projets. Voilà, globalement, comment vous les accompagnez dans cette communication ? Oui, complètement. J'aimerais bien rebondir sur le mot qu'a dit Marie sur la sobriété dans la communication. C'est quelque chose qui nous parle. Et je rajouterais peut-être humilité. Parce que c'est vrai qu'on fait face à des enjeux quand on parle de climat qui sont extrêmement complexes. Derrière, il y a des phénomènes scientifiques, des phénomènes climatiques. Et c'est vrai que ça vient aussi percuter certains modèles économiques. Donc il y a vraiment une vigilance à avoir sur tous ces enjeux de communication. Et donc nous, c'est notre rôle d'accompagner l'ensemble de nos clients, et en l'occurrence le CETO, les membres de Cétosphère, dans comment communiquer une fois qu'ils ont investi dans un programme. Et donc pour cela, il y a plusieurs outils, mais en effet, nous, notre rôle, c'est de remettre, on va dire, la science, on va dire, au milieu du village. Les programmes qu'on développe et qu'on met en place sur le terrain, ils vont être certifiés par des standards et des auditeurs indépendants. On va pouvoir suivre les résultats qu'ils ont, qui sont vraiment reconnus de manière indépendante. Et donc, on va avoir un certain nombre de chiffres à partager, d'indicateurs de performance, à la fois, encore une fois, sur les tonnes de CO2 qui peuvent être évitées ou réduites, mais aussi les autres indicateurs sociaux, de développement économique, les impacts sanitaires sur le terrain, etc. Donc, on va essayer de mettre tout cela en avant pour montrer que c'est un programme, bien sûr, avec une visée climatique, mais aussi plus largement de développement. Ça, c'est une première chose sur le programme en tant que tel. Après, vraiment sur la stratégie de communication pour un acteur, quel qu'il soit, et je pense que c'est encore plus le cas dans le milieu du tourisme,
nous, ce qu'on rappelle, c'est de l'importance, pas seulement d'investir dans ce type de projet, mais c'est réduire et investir. Donc bien sûr, il faut mettre cela en perspective avec toutes les autres actions qui sont mises en place à l'échelle d'une entreprise, à l'échelle d'un secteur, des actions qui sont mises en place pour réduire les émissions, pour réduire son impact, quel qu'il soit, sur l'eau, sur la nature, sur les écosystèmes. Et donc après, ça permet d'avoir une communication un peu plus équilibrée et éviter aussi d'être taxé éventuellement de greenwashing. Donc ça, c'est très important. Peut-être aussi un autre point, c'est trouver le bon équilibre entre la vulgarisation, les témoignages, on a parlé de témoignages vraiment d'habitants, des témoignages de bénéficiaires de projets, et la science, encore une fois. Donc c'est aussi un équilibre à trouver entre permettre de raconter des belles histoires tout en se basant sur la science. Et donc un équilibre à avoir en termes de vulgarisation, et finalement aussi un peu se faire attention à la tentation du slogan. Parfois, c'est vrai que ça peut nous démanger. Certains l'ont essayé dans le passé avec des produits, des services neutres en carbone. Je pense qu'ils le regrettent aujourd'hui. Donc vraiment, c'est un équilibre à avoir. Et bien sûr, tout ça chapeauté par des réglementations qui existent aussi sur le sujet de la communication en lien avec le climat. Donc on a eu des différentes lois qui ont été mises en place, notamment la loi climat résilience qui vient un peu contrôler certaines allégations environnementales. Donc nous, c'est un peu notre rôle d'aller, on va dire, accompagner nos clients, les entreprises dans tout ce maquis pour essayer de mettre en place une communication équilibrée et alignée aux bonnes pratiques. Merci beaucoup. Je suppose qu'avec le 1% aussi, vous accompagnez, vous encadrez à travers des guides, par exemple pour le fonds ATR, la communication. Si vous pouvez nous en dire quelques mots. Oui, tout à fait. Alors, ce travail-là, forcément, à un moment, il faut le cadrer. En fait, il faut outiller les mécènes du fonds ATR pour comment bien communiquer. Donc, tout ce travail-là, on l'a mené avec ATR, justement, avec un haut niveau d'exigence, mais aussi une flexibilité. Et je rejoins ce que vient de dire Léo. En fait, je pense que l'humilité est importante. Et je voulais revenir sur une notion. On parlait de contribution, mais souvent, en fait, on a tendance, dans la communication, à s'attribuer des éventuels impacts. Alors je mets impact entre guillemets parce que quand on est un professionnel de l'impact comme je peux l'être sur le terrain, parfois on parle de tonnes de CO2 sur le terrain, mais ça c'est pas un impact, c'est un résultat d'une action. Et donc c'est aussi démystifier un petit peu ces corrélations et tout ça, et donc de cadrer avec une communication qui est beaucoup plus large. Et en fait aussi le défi du fonds ATR, c'est on agit collectivement en tant que mécène et on soutient un collectif, un portefeuille d'associations et de projets. Et donc en fait chaque don, chaque mécénat fait par les membres ATR qui souhaitent contribuer au fonds ne va pas soutenir un projet en particulier, mais l'ensemble des projets. Et alors après, sur la question, est-ce que je peux communiquer par rapport à des impacts précis, le parti pris était complètement différent, et c'était de se dire comment on va faire usage de manière la plus efficace de cette philanthropie collective qui va représenter des importants montants pour avoir un effet transformateur, non pas directement sur une action d'un projet, un indicateur du projet, mais sur la structure qui le porte. Et en fait, ce qui est super intéressant dans cette approche collective à la fois, c'est qu'on embarque les mécènes dans un comité de gestion et on leur apprend à sélectionner les projets. Donc on reçoit des dossiers, on a des grilles de sélection, on discute chaque projet, chaque porteur de projet, et on voit où est-ce qu'on va flécher l'argent pour avoir un effet levier sur une structure. Par exemple, on a le projet Coral Guardian au Kenya. Ils savent faire de la restauration et de la préservation des coraux. Ils savent accompagner les communautés locales. Par contre, aujourd'hui, grâce au fonds ATR, ils vont pouvoir tester une innovation technologique pour voir s'ils peuvent être encore plus efficaces. Et ça, souvent, ils ne trouvent pas forcément les financements. Et là, le fonds ATR, le comité de gestion, s'est dit, mais banco, si demain ils arrivent à prouver, ils seront peut-être encore plus efficaces, donc moins coûteux pour restaurer des coraux dans différents territoires d'intervention. On a un autre exemple avec le Fonds pour l'arbre qui est sa mission, et c'est en France justement de restaurer et préserver les haies. Alors ils ont déjà beaucoup de mécènes qui financent toutes ces actions de terrain, qui irriguent tous nos territoires en France, mais en fait ils veulent passer un effet levier, c'est-à-dire qu'ils veulent aller encore plus loin, avoir encore plus de mécènes, beaucoup plus de financement. Et ce qui est intéressant avec le comité de gestion, c'était de se dire, finalement si on les aide à structurer leurs équipes pour aller chercher double de financement qu'ils sont en capacité de faire aujourd'hui, l'effet levier va être encore plus important après. Et donc c'est ça qui est super. Et là, je ne peux plus vous parler de tonnes de CO2, je ne peux plus vous parler. Par contre, ce qu'on pourra communiquer dans 2-3 ans,
on a aidé telle association à être 2 fois plus efficace. On a aidé telle association à innover et elle sera 2 fois plus performante. Peut-être que ça, on y arrivera, mais ça sera de la dentelle et peut-être qu'aussi on aura, il faudra l'accepter, des échecs parce que parfois dans l'innovation, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas. Et donc c'est ça qui est intéressant avec le Fonds Inter, c'est qu'on va parler d'autres choses que de KPI qui parlent peut-être parfois à tout le monde, des tonnes de CO2, des arbres plantés, des coraux restaurés. On va parler plutôt des humains et comment on a été comment Inter a été un catalyseur d'innovation. Donc voilà, c'est un peu ça aussi l'enjeu autour de cette communication. Merci beaucoup. Je crois qu'il nous reste à peu près 5 minutes. Donc s'il y a des questions dans la salle, c'est le moment. N'hésitez pas à lever la main. On viendra vous donner un micro. S'il n'y a pas de questions, je peux continuer avec les miennes. Il n'y a pas de souci. Je voulais... Bonjour, alors c'est une question pour Marie des Grands Signes de France. Donc merci pour ce que vous avez partagé sur les recommandations en termes d'influence, de création de contenu. Je me posais la question sur où est-ce qu'était on va dire le curseur entre la recommandation et quelque chose que, enfin ça y est, vous dites non à ce type de pratique. Et si quelqu'un continue, je ne sais pas, de poser en petite robe au milieu des champs de lavande, c'est un non. Et donc voilà, est-ce que ces guidelines ont amené parfois à des renoncements, parce que j'imagine que les destinations travaillent aussi peut-être de longue date avec des créateurs de contenu. Donc voilà, plusieurs questions. Est-ce que ça a amené à des renoncements? Est-ce que vous avez vu dans des comportements historiques évoluer, et ça c'est aussi tant mieux? Ou est-ce que parfois vous avez dit des no-go parce que la personne vient, mais on sait qu'elle est partie tous les mois à l'autre bout du monde, et donc voilà, il y a un manque de cohérence. Donc voilà ma question. Merci. Tout à fait, très bonne question. C'est forcément un travail de longue haleine que nous avons commencé cette année petit à petit. Il y a un travail plutôt de prise de conscience là, des créateurs de contenu, d'abord, en premier lieu, parce que leur communauté elle-même, en fait, recherche aussi plus de cohérence et d'authenticité pour avoir plus confiance dans les contenus qui sont partagés par les influenceurs. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait du fait de quand on voit une photo. Je crois que c'est toi, Alexandra, qui en parlait. Une photo un petit peu trop léchée, qui fait qu'une fois qu'on arrive sur la destination, eh bien, on est finalement déçu. Eh bien, ça fonctionne de la même manière pour les influenceurs et leur communauté. Donc, petit à petit, il y a cette question pour que de relations de fidélité et de confiance entre les influenceurs et leur communauté à partager des contenus qui soient de plus en plus authentiques. Et ça va aussi souvent les créateurs de contenu peuvent aussi parler de la puissance des algorithmes qui aujourd'hui favorisent plutôt les contenus courts et un certain type de photos, mais avec ce guide, la presse qui en parle, on a l'ambition que petit à petit on peut, l'algorithme un jour peut-être favorisera les images authentiques, cohérentes et harmonieuses. Mais oui, nous on a déjà observé des remises en question effectivement de la part des commanditaires de créateurs de contenu et un changement de prisme de la part des influenceurs eux-mêmes qui jusqu'à présent en fait répondaient finalement à une commande, la commande de leur commanditaire, mais aussi la commande de l'algorithme des réseaux sociaux, alors que si dans le cahier des charges qu'on leur met, on leur dit on souhaite pas de robe en soie dans le champ de lavande, mais plutôt la rencontre avec les agriculteurs, et bien ils se sentent cohérents et même ils donnent du sens à leur mission, et c'est plutôt satisfaisant. Merci beaucoup pour cette question et pour cette réponse. On est un peu pris par le temps, donc on n'aura pas le temps forcément pour d'autres questions, et je vais me permettre de conclure et de vous laisser un dernier mot, mais on peut se retrouver juste après pour en discuter sur le pod d'Agir pour un tourisme responsable juste après. Merci déjà à vous quatre. Si vous avez un dernier mot pour conclure cette belle table ronde, à vous l'honneur. Marie. Allez, je me lance. On parlait de synergie et en fait,
ce qu'on a lancé avec le fonds ATR, moi, m'a beaucoup rassuré parce que souvent, le monde de l'entreprise, alors, on n'est pas une ONG, on a un fonds de dotation, un peu comme un fonds de dotation, mais parfois, on ne se comprend pas. Et là, j'ai trouvé qu'il y avait un super momentum, en fait. On a des secteurs qui se comprennent. ATR a toujours agi avec pragmatisme et le fait encore aujourd'hui, il l'a démontré dans ce... Donc moi, c'est pour vous remercier parce que c'est assez encourageant de voir un réseau d'entreprises qui fait les choses et qui va dans le bon sens. Et nous, on est vraiment ravis de pouvoir accompagner ça. Merci. Un beau mot de la fin finalement pour vous dire aussi à vous merci d'être venu et de montrer qu'il y a encore de l'engouement, et encore plus d'engouement que les autres années sur le sujet du tourisme responsable, de la communication et des synergies. Donc si vous voulez échanger pour créer une nouvelle synergie, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je crois que également Marine, n'importe quoi. Marie, pas Marine, a mis un petit QR code si vous voulez aller découvrir le guide, juste là-bas, à la fin proche de la régie. Et merci d'ailleurs à la régie pour le travail. Et voilà, merci à tous. Merci beaucoup.